Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme c'est dit, je vais vous parler de notre expérience en modulation de densité de semis. Donc un aperçu de ce que je vais vous présenter. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais rentrer directement dans le sujet. Je ne vais pas non plus vous présenter l'Imagrin, je suppose que c'est inutile, mais je veux quand même dire quelques mots sur notre engagement en agriculture numérique. Donc, comme vous le savez, le métier de base de l'Imagrin, c'est la semence et en génétique. À cela sont rajoutés les caractères d'intérêt, la qualité de traitement de semences. Et désormais, on s'intéresse aussi à de nouvelles applications donc qui permettent d'améliorer la germination et le développement des plantes par la biostimulation et également aux services portés par le numérique. Donc, notre objectif, c'est d'apporter des conseils adaptés au niveau local, donc à la parcelle, qui permettent d'optimiser le potentiel de la génétique Limagrin. Donc, dans ce but, une équipe de 7 personnes a été créée il y a quelques années. Donc, un des principaux sujets sur lesquels nous avons travaillé, c'était la modulation de densité de semis de maïs. D'abord, on peut se poser la question pourquoi ce sujet-là, parmi tant d'autres sujets possibles, est aussi passionnant. D'abord, le semis, c'est l'opération déterminante pour la suite de la campagne, parce qu'on n'a pas beaucoup de chances à se rattraper si on a loupé le semis. Puis pour un semencier, c'est assez logique de s'intéresser à l'opération de semis plutôt qu'à d'autres choses. Et en plus de ça, on n'est pas parti tout à fait de rien, puisque dans la littérature, il existe quand même pas mal de références à la relation entre la densité de semis et le rendement maïs-grain. Et puis en interne, on avait une base de données de résultats expérimentaux sur le comportement de nos variétés par rapport à la densité. Et puis il y a une chose qui peut paraître un peu paradoxale, c'est que c'est difficile en fait. C'est-à-dire que ça vous oblige de dérouler toute la chaîne et d'affronter tous les problèmes dès le début et de ne pas les découvrir un peu tard quand vous commencez à déployer des choses. Donc c'est un bon cas d'école et c'est comme ça que nous avons construit notre offre. Donc en quoi ça consiste ? Déjà, c'est une opportunité de faire de l'agriculture de précision facilement, ou aussi facilement que possible. Hein. On est bien d'accord. Puis ça apporte une caractérisation de la parcelle par rapport à son hétérogénéité et au potentiel de rendement de la parcelle. Donc on fournit une prescription optimale des densités adaptée à chaque variété, chaque hybride Limagrin dans la parcelle. En moyenne, on observe un gain de rendement autour de 3%. Et puis, pour ceux qui sont équipés, ça leur permet justement d'utiliser pleinement la capacité de leur équipement, donc de leur semoir en l'occurrence. Hein. Alors, comment, c'est un peu chargé la slide, hein, mais bon, elles ne sont pas toutes comme ça, heureusement. Comment on construit notre carte de préconisation ? Ça repose sur 3 piliers. D'abord, il y a la connaissance de la génétique, donc, qui est acquise à travers un réseau européen d'essais, d'expérimentation, où on teste plusieurs milliers de parcelles chaque année, où on évalue la réaction de variétés par rapport à la densité. Après ça, il y a la caractérisation de ressources de la parcelle, donc on évalue le potentiel de rendement en fonction du contexte pédoclimatique et en fonction aussi des pratiques culturales, et notamment l'irrigation concrètement ici. Puis il faut caractériser l'hétérogénéité de la parcelle, donc faire un zonage que nous on réalise sur la base d'archives d'images satellitaires. Donc tous ces 3 éléments sont mis ensemble, c'est passé dans une moulinette d'un algorithme approprié pour utiliser la formule consacrée. Donc la méthode par ailleurs a fait objet d'un dépôt de brevet qui est en cours d'instruction. Donc avec tout ça, on arrive à une carte de préconisation de densité de semis qui est faite sur mesure pour la parcelle et qui est optimisée pour la variété qui va être semée sur la parcelle. Et puis, vous pouvez observer que sur la carte, on peut poser des bancs témoins. Donc, ça nous sert à justement évaluer le gain qu'on a réalisé, parce que sur ces bancs témoins, on ne va pas moduler, on va mettre une densité constante. Et donc, si on a de la chance à récupérer la carte de rendement et pouvoir l'exploiter, on pourra comparer le gain, on pourra estimer le gain, enfin calculer le gain qu'on a réalisé.
Donc tout ça, c'est la théorie. Alors, quand on passe à la pratique, comment ça s'est passé? Donc déjà, comme c'était dit dans le titre, on a évalué ça depuis 3 ans dans les champs à travers l'Europe. Donc on a commencé en 2016 plutôt localement à petite échelle avec une très forte implication de l'équipe projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les semis nous-mêmes, ça dépasse nos compétences, mais on était présent au semis, on était présent à la récolte, on s'est vraiment occupé de nos parcelles. Puis ça s'est déplacé progressivement vers nos collègues les équipes commerciales dans différents pays qui sont s'appropriés le sujet et qui le portent maintenant complètement. Donc la carte qui était produite, elle était bien sûr présentée aux agriculteurs avant qu'ils l'appliquent quand même. Et globalement, il a trouvé logique, ça correspondait à l'image qui se faisait de leur parcelle, bien sûr, pas avec ce niveau de précision, mais ça reconfortait les ressentis sur leur parcelle. Après, les amplitudes de densité qu'on a observées étaient parfois assez importantes, il n'y en avait pratiquement pas, on peut dire qu'il y avait des parcelles qui sont révélées homogènes. Et ça, même si on regarde par exemple dans les terres très fertiles en Ukraine, où il y a quand même l'hétérogénéité également. Après, il y avait aussi si on appelait ça EasyVert, c'est qu'il y avait l'idée de la facilité. Donc, quand on dit la facilité de la mise en place, c'est que d'une part, on ne demande pas beaucoup d'informations, il faut définir où se trouve la parcelle et avec quelques autres vraiment informations minimes, on peut rapidement et immédiatement procéder à la production de la carte. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur l'automatisation, parce qu'au début, c'était tout fait à la main, en passant les fichiers de là par là. Aujourd'hui, c'est pas 100% automatisé, mais on a automatisé une bonne partie du processus, parce que ce qu'on a en ligne de mire, c'est la scalabilité, la possibilité de déployer ça à grande échelle sans intervention humaine à toutes les étapes. Parce qu'après, c'est un peu difficile avec des ressources limitées de déployer et de faire un truc personnalisé, un coût humain pour chaque parcelle. Après, pour parler de est-ce que c'est la modulation au sens étroit ou au sens large, nous, on ne s'est pas fixé d'objectif en termes de la dose qu'on va repartir. On a laissé libre cours à nos algorithmes. Et par contre, a posteriori, on est allé voir qu'est-ce que ça fait sur la quantité de semences utilisées. Donc, on compare la quantité qui est nécessaire pour notre préconisation et la quantité utilisée traditionnellement par l'agriculteur. C'est une info qu'il communique, c'est déclaratif. Bon, on a traduit ça en densité, donc densité habituelle par rapport à densité préconisée par le modèle. Ce qu'on peut voir, c'est que pour certaines parcelles, effectivement, on observe des différences qui ne sont pas anecdotiques, ça c'est clair. Néanmoins, elles vont aussi bien à la hausse comme à la baisse. Et en moyenne, il n'y a pas de différence. On reste sur une utilisation de quantité de semences qui est égale à ce qui est la pratique de l'agriculteur. Donc, si on parle de gain de rendement, dans les conditions non irriguées, ce qui est quand même, le terrain de prédilection, le marché cible de la modulation densité, parce que ça permet quand même de pallier aux effets stress, notamment stress hydrique. Donc, on observe les gains de rendement l'ordre de 3 quintaux. Donc, c'est comme la moyenne des rendements est autour de 10 tonnes, ça vous fait bien les 3%. Ce qui est donc en ligne avec la promesse et aussi en accord avec les résultats de ce qu'on peut trouver notamment aux États-Unis où c'est appliqué depuis plus longtemps. En conditions irriguées, effectivement, l'irrigation, ça a tendance à diminuer l'hétérogénéité, à éliminer ou au minimum atténuer le stress, donc le gain est moindre. Il y a quand même plutôt une tendance positive. Mais bon, c'est pas ça vraiment la cible, mais dans le panel, on a eu des situations comme ça, donc on les a quand même étudiées.
Donc tout ne se passe pas toujours très bien et bon, en fait, la suite sera facile parce que les deux précédents exposés ont déjà tout dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on a constaté un peu la même chose, c'est-à-dire d'abord le taux d'équipement est relativement faible. Bon, si vous avez des chiffres plus précis, plus récents, on est vraiment preneur, mais en gros, on estime entre 5 et 10% pour rester large, et voilà. Selon différentes sources. Après, on ne parle pas toujours de la même chose. Effectivement, aux États-Unis, c'est beaucoup plus... Enfin, il y a des enquêtes plus précises, mais bon, il y a quand même des grosses différences. Et voilà. Après, je dirais quand même deux petites remarques supplémentaires. Premièrement, on dit qu'il y a 5 ou 10 ou 7% d'agriculteurs qui sont équipés. C'est une pure spéculation, mais quand même, ça présente peut-être un plus grand pourcentage de surface. Ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas les plus petits qui s'équipent en premier. Bon, c'est plutôt positif, mais bon, il n'y a aucune preuve objective pour ça. Et puis, deuxièmement, avec le temps, ça s'améliore, puisque la modulation est de plus en plus fait partie de services de base dans le semoir moderne. Donc, quand les gens vont acheter un nouveau semoir, ils ne vont pas forcément l'acheter pour la modulation, ils vont peut-être l'acheter pour sa rapidité, pour sa qualité, fiabilité. Néanmoins, la modulation sera bien présente. C'est un peu comme les voitures, l'ABS, c'était une option il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est, bon, peut-être pas sur tous les modèles, mais ça devient, enfin, il y a d'autres options, hein, ça devient très, très fréquent. Et puis, comme on a dit également déjà, quand on a une carte, bon, c'est très bien d'avoir la carte, mais après, il faut qu'elle soit exécutée dans la parcelle. Donc, tout ce qui était dit sur, déjà, il faut savoir la IP des IP, donc voilà, tout ça c'est vrai, il y a tous les problèmes de câbles, de licence, de version de logiciel, de tout ce que vous voulez, ça, voilà, c'est parfait, on confirme. Et puis, il y a aussi, quand on a des problèmes, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Ça, je trouve vraiment gênant, parce que personne ne sait tout, donc c'est logique, voilà, là je suis coincé, donc, mais après trouver la réponse, c'est pas toujours évident. Donc malgré tous ces problèmes, on continue, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire en 2019 ? On va lancer le service dans 4 pays européens, dont la France, et plus à l'est, donc le projet sera porté par les équipes commerciales locales. Et donc, pour un peu répondre à tous ces problèmes qu'on a rencontrés, on envisage aussi quelques actions. Donc, travailler avec des gens qui ont l'expertise technique. Donc, après, la façon dont ça se passe, ça dépend vraiment du contexte local dans chaque pays. On va également proposer une carte factice pour vérifier en avance la compatibilité avec le matériel. On va poursuivre l'automatisation du processus. Et puis, bon, ça c'est pour 2019, donc pour demain. À plus long terme, donc il y aura bien sûr l'élargissement géographique à d'autres pays, élargissement à d'autres cultures. Donc maïs forage, c'est l'extension assez logique et naturelle des services actuels qui sera disponible pour maïs grain en 2019. À plus long terme, peut-être d'autres cultures. Donc je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour nous, ce n'est pas du tout un point d'arrivée, c'est vraiment le point de départ qui nous permet de toucher rapidement le plus grand nombre d'agriculteurs, de les amener vers l'utilisation de la modulation d'agriculture de précision en général, et à partir de là, de tisser une panoplie d'outils plus complète. Donc je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Je vais attendre vos commentaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur, juste à gauche, au milieu, levez le bras s'il vous plaît. Philippe Gréziac, consultant en projet agronumérique. Je n'ai pas bien compris quelles étaient les données de base que vous utilisiez pour la définition des cartes de zonage et les données de télédétection que vous utilisiez pour établir les premières cartes. Donc, c'est les images d'archives satellitaires. Donc, on travaille notamment avec les données de Copernicus, donc les sentinelles. Et donc, on se base sur ces cartes prises sur plusieurs campagnes, à plusieurs dates. Les dates plutôt choisies, bien choisies, pas au hasard, indépendamment de problèmes de nuages, mais
qui correspond à des cycles de développement des plantes les plus significatifs ou les plus discriminants pour construire ce zonage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous n'intégrez pas de carte de rendement Non, pour l'instant, non, mais potentiellement, oui, on pourrait intégrer les cartes de rendement, éventuellement les cartes de sol si elles sont présentes. Après, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui ont leur carte de sol disponible, alors que le satellite passe partout, il voit tout, il prend les photos de toute la Terre, donc que l'agriculteur le veuille ou non, il y a les photos de sa parcelle. C'était ça notre idée de départ. Ouais. Une autre question, remarque, témoignage? Personne? Moi, je vais vous en poser une. Vous dites qu'on a peut-être 5-7% de semoirs équipés. Comment on peut dépasser ce frein? Je crois qu'on peut le dépasser en ce qui était déjà évoqué aujourd'hui, en mutualisant le matériel. Donc ça peut être soit par une approche plus prestation de service par les entrepreneurs, ça peut être par, je crois que ça s'appelle du co-farming, donc par un pâtage plus collaboratif. Effectivement, c'est un équipement important qui sert très peu de jours de l'année. C'est peut-être pas nécessaire que chaque agriculteur possède son semoir. Il vaut mieux avoir 10% d'un bon semoir que 100% d'un mauvais semoir, je suppose. Hein. Donc voilà, je crois que le partage, c'est un bon moyen d'aller en avant.